et bienvenue sur cette nouvelle émission qui s'appelle Là est la question. C'est la 3e maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Le mois dernier, on avait le plaisir de recevoir Alexandra Bachler, diététicienne nutritionniste, qui nous a donné d'excellents conseils. Alors cette fois-ci, eh bien, on l'attendait, on a réussi à la voir. C'est Caroline Tison qui est vétérinaire. Ben oui, Caroline, 63 millions d'animaux de compagnie, ça commence à compter. Alors Caroline, merci d'avoir répondu présent pour cette émission. Alors, 63 millions d'animaux domestiques. Allez, ce que j'ai vu, c'est les chiens, les chats, les poissons et les rongeurs. Tout ça confondu, ça fait presque un animal par personne. Hein. Ouais, ça commence à compter. Alors, bien sûr, quand on est médecin, on voit arriver un patient, on lui pose des questions, le patient répond « j'ai mal, j'ai pas mal ». Un animal, je ne me trompe pas, il ne parle pas. Hein. Non, il ne parle pas. Alors, comment on fait, parce que c'est beaucoup plus compliqué, comment on fait pour savoir de quoi souffre l'animal à partir du moment où il ne dit rien? Eh bien, là est la question, et c'est justement pour ça que j'ai le plaisir de te recevoir. On va se tutoyer sur le plateau, si tu le permets. Alors, Caroline, comment on fait quand on est vétérinaire? À nous d'aller chercher des informations, donc avec les différents moyens qu'on a. Le propriétaire vient pour un motif... Il vient en consultation, il a quelque chose qui soit ne va pas, soit en prévention, vaccination, des choses comme ça. D'accord. Mais il a des motifs et il a remarqué des symptômes chez son animal. Donc c'est les premières questions qu'on pose évidemment. Et puis après, à nous d'aller chercher. Et donc voilà, ça a des avantages et des inconvénients effectivement. Alors c'est pas évident, c'est pas évident quand on arrive, surtout avec des chiens. C'est quoi la population dans le golfe de Saint-Tropez, les chiens? Chiens beaucoup, chats beaucoup, chats. D'accord. C'est plus facile à soigner un chien ou un chat? C'est différent. C'est pas plus facile, c'est différent. C'est vraiment la manipulation est différente, l'abord de l'animal est différent, mais il y en a pas un plus facile que l'autre. Voilà. Est-ce que c'est un métier dangereux? Ça peut l'être. Ah, oui, ça peut l'être. Voilà, on peut se faire mordre, on peut se faire griffer. Donc effectivement, ça peut être. On essaye de faire attention et de prendre des mesures de prévention pour pas que les animaux nous mordent. Les propriétaires en général sont quand même connaissent le caractère de leur animal et donc nous préviennent quand il y a des risques ou pas. Mais après, un animal qui a peur, on ne peut pas savoir comment il va réagir. Donc il faut de toute façon toujours faire attention. D'accord. Ça c'est sûr. Alors pour parler des vétérinaires en France, je ne crois pas me tromper, mais il y a un volume à respecter, un nombre de vétérinaires en France à respecter, et on ne doit pas le dépasser, c'est ça? Alors, ce n'est pas vraiment un nombre de vétérinaires en France à respecter, c'est que chaque année, dans le cursus de formation de nos vétérinaires en France, il y a un numerus clausus, donc il y a tant d'admis au concours des écoles nationales vétérinaires. Et il n'y en a pas un de plus. Donc voilà. Et chaque année, ce numerus clausus est mis à jour en fonction des besoins estimés de la population animale dans notre pays. D'accord. Voilà, en gros. Alors là, on arrive un peu en début de saison, hein, on est presque au mois de juin, on va faire un petit peu de prévention, on parlera des vaccins après, mais on a vu, hein, c'est la période des herbes sèches. Oui, beaucoup, ça y est, ça commence. Là. Voilà. Oui. Les épilés, on appelle les ça épilés, des épilés. Spigao. Les spigao, c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous, les spigao. Ça a toujours été connu. Alors, quelles sont les précautions à prendre quand on a un jardin comme ça, avec un chien à poil long, bien sûr? Poupouiller son animal dès qu'il rentre de balade. Ah ouais? Tout regarder? Oui, regarder l'intérieur des pattes, l'abord des oreilles, faire attention au niveau des yeux, et choses comme ça. En ce moment, c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose ou qu'on nous signale des symptômes qui peuvent être en relation avec un épillé, il faut pas attendre. Alors l'épillé dans l'oreille, ça peut arriver. Dans l'oreille beaucoup, oui, dans l'oreille. Les endroits principaux, c'est les oreilles, les pattes, l'intérieur des doigts, et les yeux. Là, récemment, assez fréquemment dans les yeux, le nez aussi. Ah oui. Le nez parce que quand il sniffe par terre, voilà, hop, ça rentre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ils se mettent à éternuer, c'est ça les En règle générale, oui. Dans le nez, c'est assez caractéristique. Ils se mettent à éternuer, ils font une drôle de grimace, un nez en trompette, et ils tournent le nez comme ça. J'ai déjà vu ça. Il faut imaginer qu'on ait une herbe dans le nez de cette façon-là. Il y a des fois, quand on les enlève, on se dit, ouh là là, ça doit être terrible. Ça avance. Hein, ça ne fait qu'avancer. Ça ne fait qu'avancer. Oui, ça ne fait qu'avancer. Et puis là où ça peut être dangereux, c'est que justement, en fait, ça fait qu'avancer. Donc le souci, c'est que ça peut passer dans des endroits qui sont après très très difficiles d'accès et nécessiter des interventions vraiment importantes quand l'épillé s'est sauvé,
et a réussi à partir avant qu'on puisse l'attraper. C'est l'anesthésie. Alors dans le nez, oui, c'est automatiquement sous anesthésie qu'on peut aller les retirer. Dans les oreilles, on arrive à les retirer quand ils viennent de rentrer ou quand les chiens sont vraiment très gentils. On arrive à les retirer. S'il y a des risques pour le tympan ou que ça fait un peu longtemps et que l'animal a déjà une belle inflammation, il faut les endormir aussi. Dans les oreilles, ils secouent la tête aussi. Dans les oreilles, en règle générale, ils secouent la tête. Donc et ils ont une tête penchée. Ouais. C'est les symptômes les plus fréquents. C'est toujours le caniche qui tient le dessus du pavé ou la population a un peu changé? Les petits chiens, ça c'est, enfin dans notre région en tout cas, les petits chiens, le caniche, oui, je pense qu'il reste égal à lui-même. Après, il y a beaucoup de York aussi. Je pense caniche York, c'est vraiment les deux. Dans les petits chiens, c'est vraiment les deux races les plus fréquentes. Alors je le disais, oui, 63 millions d'animaux domestiques. Et parmi ces animaux, il y a les fameux NAC. Oui. Alors ça veut dire quoi, NAC? Alors NAC, N-A-C, c'est les nouveaux animaux de compagnie. Ah, c'est quoi les nouveaux animaux? On catégorise dans les NAC. On met les rongeurs, même si le lapin est... les rongeurs, le lapin, les oiseaux, les tortues, les reptiles, les furets. Les furets sont une espèce qui est quand même en voie de développement, on va dire. D'accord. C'est un peu peut-être un effet de mode ces dernières années, mais en tout cas, c'est un petit animal et il y en a de plus en plus. Oui. Comment un reptile, comment on soigne ça? C'est compliqué, non? Alors, il y a aussi, dans la médecine classique, il y a beaucoup justement de ces NAC. Quand on commence à être dans des reptiles, dans des oiseaux particuliers, c'est des vétérinaires spécialisés qui s'occupent de... Ça nécessite déjà au niveau du matériel, un matériel parfois spécifique, et puis aussi au niveau des connaissances, il y a autant de différences entre deux oiseaux qu'entre une vache et un lapin, quoi. Donc rien que dans les oiseaux. Donc voilà, il y a certaines spécificités comme ça qui nécessitent des vétérinaires spécialisés. On va parler de l'alimentation des animaux parce que c'est vrai qu'il y a énormément de pubs à la télé avec des compléments alimentaires, avec des vitamines. Qu'est-ce qu'il faut leur donner à manger aux chiens ou aux chats en général? Qu'est-ce qui est le mieux pour leur alimentation? Je pense qu'actuellement, étant donné la qualité des aliments qui sont proposés par nos industriels, à mon avis, les alimentations type croquettes sèches sont quand même vraiment les mieux adaptées parce qu'elles sont les plus équilibrées. D'accord. Par contre, il y a croquettes et croquettes, quoi, hein. Ouais. Le pet food en France pèse des millions et des millions et des millions d'euros. Donc il y en a beaucoup d'offres sur le marché. Il y a à prendre et à laisser. C'est comme dans tout. C'est mieux les croquettes qu'en boîte, les trucs en boîte? Alors ça dépend, ça dépend. C'est assez variable, mais voilà. Ouais. Il y a vraiment tous les types de qualités, donc c'est difficile de répondre dans la globalité des choses. Les boîtes, non, des boîtes de très bonne qualité seront parfaitement adaptées et d'ailleurs on les préconise sur certains soucis particuliers, notamment par exemple un vieux chat avec une insuffisance rénale. Il vaut mieux qu'il mange des boîtes puisque là il s'hydrate ou alors pareil des croquettes adaptées. Après, au niveau des croquettes, ça va être des croquettes. Bon, il y a différents types de gammes, mais voilà, en général, il y a une différence de prix, mais elle se justifie. Donc, il n'y a pas de secret. Une bonne croquette est rarement peu chère. Qu'est-ce qu'il ne faut pas donner à manger à son chien ou à son chat? Des os. Des os. On n'est pas d'accord. Il ne faut pas donner des os. Mais c'est fait pour mâcher, un chien. Oui, alors c'est fait pour mâcher et des os dans des grosses têtes de fémur et des choses comme ça. En fait, ce qui est intéressant, ça va être le côté nettoyage mécanique des dents. Et donc, c'est plutôt tout l'appareil ligamentaire qui est autour des os qui va être intéressant pour l'animal. Mais après, l'os lui-même et la poudre d'os n'entraînent que des soucis. Je ne peux pas les conseiller alors que je vais les enlever dans des estomacs ou dans des intestins assez régulièrement. Et même sur des animaux parfois qui en mangent régulièrement et qui sont plutôt habitués, on va dire. Leur maître nous dit « mais oui, mais j'ai toujours donné des os à mon chien ». Ben oui, mais ce jour-là, c'est pas passé et ça finit sur la table d'opération. C'est un peu dommage. On va rester sur les os parce qu'il y a une attitude assez curieuse que j'ai remarquée assez souvent chez certains chiens. On donne un os, il ne va pas le manger, il va l'enterrer. Ça dépend des chiens, mais en général, oui, il va... Pourquoi il fait ça? Parce qu'il va c'est son os, il va... Oui, voilà, après il va revenir, en fait. Voilà, et puis c'est son truc, ouais. D'accord, c'est pas une histoire de le laisser fermenter ou... Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment un comportement...
Ça va être avec un os, ça va être avec d'autres choses. On a des chiens qui vont cacher comme ça leurs jouets, qui vont cacher, parfois quand on leur donne des lamelles à mâcher justement pour nettoyer les dents, ils vont prendre la lamelle. J'ai beaucoup de clients qui me disent, bah oui, mais en fait, non, mais même ils savent même pas s'ils le mangent parce qu'en fait, ils vont le cacher au fond du jardin et puis après, on n'en sait plus rien, quoi. Donc voilà, c'est leur butin et ils le cachent pour pas que les autres y aient accès. Je plaisantais un petit peu avec le chien qui oublie où il a caché son os. Mais il y a une chose qui est intéressante. On parlait des êtres humains avec les médecins. Est-ce que des maladies, entre guillemets, dites mentales chez les humains peuvent se retrouver chez les animaux? Oui, énormément. Oui, énormément. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme pathologie? C'est tout ce qui est soucis de comportement et il y a beaucoup. En règle générale, les animaux sont des éponges. Donc, la plupart du temps, le stress d'un maître va se transférer au chien. La façon les habitudes de vie, l'ambiance de la maison va être captée par le chien et elle va être retransmise d'une façon ou d'une autre. Un chien, par exemple, change de comportement dans la majorité des cas quand sa maîtresse est enceinte. D'accord. Il n'y a rien qui le. Qu'est-ce qu'il devient plus protecteur? Ça dépend des chiens, mais la plupart du temps, j'ai les gens qui me disent oui, il a changé de comportement. Il a changé de comportement. Ça peut être plus protecteur, plus proche, plus câlin, il y a différentes façons. Ils ont différentes façons de s'exprimer, mais on le ressent. En parlant de comportement, il y a une question de quelqu'un qui me dit j'ai un braque allemand. Et quand la personne l'enferme le soir parce qu'elle va travailler ou elle n'est pas là ou elle sort, le chien à côté de la porte d'entrée bouffe le plâtre avec les dents. Oui, ça c'est souvent, effectivement c'est un souci comportemental et c'est souvent lié à de l'anxiété de séparation. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec une carence en quelque chose où il se mettrait à manger Alors non. En règle générale, s'il y a une déviance alimentaire liée à une carence, elle va s'exprimer de façon permanente. Elle ne va pas s'exprimer que quand son maître s'en va. D'accord. Donc là, c'est lié à un souci comportemental de la relation du maître au chien. Ouais, le chien ne veut pas rester tout seul. Alors, le chien ne veut pas rester tout seul ou le maître ne veut pas partir en laissant son chien tout seul. Ah, c'est très intéressant ça. Bon, on va faire une petite pause traditionnelle dont on a l'habitude à TV Azur et dans cette émission, histoire de boire un petit coup. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, on envoie la pub. La société Cosystème, installée sur le golfe de Saint-Tropez depuis 2007, est spécialisée dans l'alarme, la vidéosurveillance et la sécurité électronique. Protéger votre habitation et vos locaux commerciaux est une nécessité. Cosystème est dépositaire de la marque d'Item, qui est l'inventeur de l'alarme sans fil. Choisir Cosystème, c'est investir dans la sécurité des biens et de votre personne. Cosystème, dans le golfe de Saint-Tropez, c'est au 04 94 54 73 54. La société Marine Plaisance, implantée à Cavalère depuis 1978, propose à la vente des bateaux neufs et d'occasion, mais aussi un espace de carénage, une cale de mise à l'eau et un grutage des unités jusqu'à 40 tonnes. Marine Plaisance vous propose également de découvrir son agence commerciale avec accueil des clients. Marine Plaisance est concessionnaire des marques Jeannot, Prestige, Prestige Yacht, agent motorisé Volvo, Suzuki, Mercruiser. L'assurance d'une navigation réussie en toute sécurité, c'est Marine Plaisance à Cavalère. Téléphone au 04 94 64 01 32. Depuis plus de 30 ans, l'entreprise TVS Eric Schwartz est spécialisée dans l'équipement et l'installation en hydraulique des parcs et jardins. TVS installe tous les équipements pour les forages jusqu'à des profondeurs supérieures à 350 mètres. TVS réalise pour vous l'arrosage automatique, la création de bassins naturels, d'étangs ou encore la création de cascades et fontaines. Dans le golfe de Saint-Tropez, la garantie d'une maîtrise hydraulique, c'est TVS Eric Schwartz au plan de la Tour, au 04 94 43 79 60.
Voilà, de retour sur le plateau de TV Azur pour cette émission Là est la question, qui est diffusée en direct sur TV Azur, mais également sur Micromax TV, qui est la télévision sur Internet de Sainte-Maxime. Alors Caroline, voilà, on a fait cette petite pause, on a parlé de pas mal de choses, de conseils. C'est la période des vaccinations ou c'est plutôt la période des parasites? Oui, les vaccinations, c'est tout le temps. Ça dépend de la naissance de l'animal pour la période de ces Quels sont rapidement les vaccins dits obligatoires? Alors, il n'y a plus de vaccins obligatoires en France. Même la rage n'est plus une maladie. Okay. Non, il n'y a plus de vaccins obligatoires. Il y a des vaccins qui sont fortement conseillés. Voilà, selon le mode de vie de l'animal et selon la région dans laquelle il vit. Les maladies ne sont pas les mêmes dans le nord de la France, dans le sud-ouest ou dans le sud-est. Tu l'as dit, en France. Par contre, attention si on veut partir à l'étranger. Alors attention si on veut partir à l'étranger, oui, effectivement, il y a des formalités qui diffèrent selon les pays dans lesquels on va. Mais en règle générale, de toute façon, il faut que l'animal soit identifié, qu'il détienne un passeport, soit détenteur d'un passeport, et pour le coup, qu'il soit vacciné contre la rage, pour tous les voyages avec son animal. D'accord. Alors, on l'a dit juste avant, on est aux portes du mois de juin, là. C'est la période des parasites, surtout les tiques. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? C'est toujours aussi dangereux, la tique, je crois qu'on dit la tique. On dit une tique, oui. Une tique. Hein. On dit une tique. Oui, c'est toujours aussi dangereux. C'est pareil, ça dépend des régions. Il y a des régions... En fait, les maladies transmises par les tiques à l'animal sont différentes selon les espèces de tiques. Et les espèces de tiques ne vivent pas partout en France. Donc, selon les régions, il y a différentes espèces qui transmettent différentes maladies. Voilà. C'est quoi la maladie? La maladie la plus fréquente en France transmise par les tiques, c'est la pyroplasmose. Mais nous, on n'est pas très concernés par cette maladie. Non. Le vecteur ne vit pas. On a des cas de gens qui viennent en vacances et qui, eux, sont dans des régions où il y a une forte... Ceci dit, on ne laisse pas son animal avec des tiques plantées sur son dos. Non, parce dos. que ça transmet chez nous d'autres pathologies qui sont plus rares que la pyroplasmose, mais qui sont tout aussi dangereuses. Hein. Donc, on fait quoi en prévention? En prévention, il faut utiliser des antiparasitaires. Antiparasitaires. Antiparasitaires, des pipettes, des colliers, des comprimés maintenant aussi qui sont très efficaces. D'accord. Efficaces? Donc, oui, très efficaces, oui, tout à fait. Après, c'est pareil. C'est comme sur le pet food tout à l'heure. Il y a une offre énorme et il y a des choses très efficaces. Il y a des choses qui ne servent à rien du tout. Le nombre de fois où je vois notamment des chats avec des colliers de certaines marques, on les voit avec des puces qui courent de partout et qui courent sur le collier, qui viennent qui s'amusent, décorer le collier. Décorer le collier. Donc, on parlait tout à l'heure, on parlait de nourriture, mais il y a aussi une chose qui est importante, je pense, chez les chiens et chez les chats, c'est l'hygiène. On doit laver son chien, on doit laver son chat ou pas? Ça dépend. En règle générale, pas ou très peu. D'accord. Après, selon le type de peau de l'animal, on peut être amené à le laver. Bon, notamment des races de chiens qui nécessitent des toilettages. Automatiquement, quand on les toilette, on les lave en même temps. Mais après, un labrador, par exemple, n'a quasiment pas besoin d'être lavé. Un bon coup de brosse et puis voilà. Surtout qu'il aime l'eau en plus, le labrador. Lui, c'est peut-être celui qui poserait le moins de problèmes à être shampooiné, mais... Voilà. Et le chat, en règle générale, n'a pas besoin d'être lavé. Le chat ne se lave pas. Non. Il se toilette tout seul, il se débrouille très bien tout seul, donc il n'a pas besoin de nous pour ça. Donc tout ce qui est caniche, cocker et compagnie, schnauzer, ça on amène au salon de toilettage. À cette période, c'est bien de leur faire couper les poils justement. En général, oui, ça s'appelle la coupe épillée. Ah d'accord, voilà. Les pattes bien à ras. Voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique dans les critères de toilettage de chaque race, mais en tout cas, c'est ce qui est le plus efficace, de bien raser l'intérieur des doigts, sous les pattes, tous les poils qui sont entre les coussinets, l'intérieur des oreilles, les choses comme ça. C'est vraiment, oui, ça permet de prévenir quand même beaucoup de choses. Alors, on parlait de ces 63 millions d'animaux en France, on parlait des nacs, mais il y a un animal qui est assez commun et dont on ne parle pas beaucoup, c'est les oiseaux. Oui. Alors, les oiseaux, c'est pareil, ça se soigne. Oui. Il y a un cadre législatif, je crois que les animaux... Selon les espèces d'oiseaux, il peut y avoir un cadre législatif, oui, tout à fait. Mais après, oui, ça se soigne, bien sûr. Certains, de toute façon, les oiseaux, on va dire, les plus courants qui sont dans nos volières domestiques, ça va être les petits serins,
On en a en consultation, on a des gens qui nous les amènent. Oui, voilà, des canaris. Ce qu'on a pas mal aussi, on a pas mal de demandes pour les perroquets, puisque c'est quand même un oiseau qui maintenant fait de plus en plus partie des maisons. Ouais. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Au niveau là, on est dans la catégorie des NAC. Et à partir du moment où on est sur des espèces particulières, c'est pas un vétérinaire généraliste qui peut s'en occuper. Pas toujours, en tout cas. D'accord. J'ai une question de Caro qui pose une question très intéressante, qui demande, est-ce que les animaux ont des allergies? Oui, tout à fait. Les animaux ont des allergies et de plus en plus même. Enfin, en tout cas, c'est une constatation vraiment de pratique. On a de plus en plus de cas d'allergie et d'ailleurs des cas d'allergie qui sont de plus en plus importants, de plus en plus généralisés. Ah, c'est des allergies à quoi, Caroline? Ça peut être des allergies environnementales avec tous les pollens. Là, on suit vraiment le côté, on va dire, humain avec tout le développement des allergies dans la population humaine, avec toutes les allergies au pollen et les allergies et les intolérances alimentaires. C'est les deux grandes familles. Voilà, donc en fait, ils sont un peu le reflet de l'humain. Ils suivent un peu entre guillemets, nos travers. Quoi. Oui. C'est embêtant, ça. Oui. Est-ce qu'il y a des intolérances? On parlait d'intolérance à la nourriture. Parce qu'on en parlait avec la diététicienne, avec Alexandra. Est-ce qu'il y a des intolérances au gluten? Oui, tout à fait. Bah, c'est incroyable. Il y a des intolérances au gluten. Et vraiment, oui, c'est de plus en plus fréquent. Oui, tout à fait. On parlait de la nourriture. Il y a une chose, moi, qui m'a toujours chiffonné. C'est les gens qui donnent à manger à leurs chiens quand ils sont à table. Aïe. Faut pas le faire, ça. Ah non. C'est pas bien, ça. Faut pas le faire. Ça, il faut surtout pas. Non, ça, il faut surtout pas, parce que ça engendre beaucoup de soucis comportementaux, justement. On en parlait tout à l'heure avec notamment l'anxiété de séparation. Là, pour le coup, on ne laisse pas le chien s'exprimer dans sa place de chien. C'est-à-dire qu'on lui donne finalement quasiment une place d'humain, alors qu'il n'a pas à avoir une place d'humain dans la maison. Il en est malheureux, il ne peut pas l'être. Donc au contraire, c'est toujours quelque chose qu'on a du mal à faire passer aux propriétaires quand on est soumis à ce genre de cas. C'est qu'ils ont du mal à se rendre compte que finalement, ils le rendent malheureux. En pensant bien faire et en ayant de très bonnes intentions, ils rendent leur animal la plupart du temps malheureux. D'accord. Et puis, il y a cette histoire de les faire baver. Il y a des chiens qui ont tendance à baver quand ils le boxer, des animaux comme ça. Il paraît que quand c'est le réflexe de Pavlov. Voilà, le réflexe de Pavlov. S'il voit manger et qu'on le laisse approcher. Alors, s'il voit manger et qu'il n'a jamais eu à manger en même temps qu'il voit manger, il ne bave pas. Il ne bave pas. Non, pas du tout. Si on l'a mal Par habitué, contre, il va baver quand on va lui préparer sa gamelle, par exemple. C'est le fameux réflexe de Pavlov. Mais après, si on l'a jamais habitué à avoir quelque chose à table, il ne bavera pas. Par contre, si on l'a habitué, oui, après, il suffit de quelques fois pour que les choses soient difficiles à récupérer. Oui, ça, c'est certain. Donc, en fait, on a les chiens qui nous ressemblent et on a les chiens qu'on mérite. Souvent, on dit, les chiens, les animaux, on dit tel maître, tel chien. Tel maître, tel chien. C'est assez vrai. Moi, on va bientôt arriver au terme de cette émission. Ce que je remarque, c'est qu'effectivement, les animaux ressemblent bien aux êtres humains. On dit qu'il n'y a pas, par exemple, en ce qui concerne les chiens, on dit qu'il n'y a pas de chiens méchants, il n'y a que de mauvais maîtres. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui et non, c'est-à-dire que dans 99% des cas, oui. Effectivement, il n'y a pas de chiens méchants, il n'y a que des mauvais maîtres, mais il y a quand même quelques cas d'animaux qui ont vraiment des soucis. Alors ça peut être des soucis de comportement réel, ou ça peut être aussi des soucis dans leur développement, des soucis d'imprégnation, des soucis quand ils sont nés et qu'ils n'ont pas été justement dans un contexte qui leur a permis de se développer, donc là pour le coup psychologiquement de façon correcte. Et à ce moment-là, on peut avoir des cas irrécupérables. Ça, c'est certain. Alors il y a des précédents, hein. On a appris il n'y a pas longtemps un chien qui était tout gentil, qui a tué un enfant. Le chien reste un animal. Le chien reste un animal. Le chien reste un animal et le chien reste un animal avec des instincts et aussi des peurs. En fait, la plupart des agressions de nos animaux de compagnie sont liées à des peurs, notamment. Alors, dans des cas, il y a des cas très différents, mais souvent les agressions avec les enfants, c'est quand il y a eu quelque chose qui s'est passé, un enfant qui a marché sur une patte, qui a fait peur, qui est tombé sur le chien. Le chien s'est retourné à ce moment-là. C'est pas forcément là pour le coup, c'est pas de la méchanceté. Ouais. C'est simplement qu'il avait peur et qu'il a agressé. Après, il y a justement aussi des instincts, notamment des faits de meute. Donc plusieurs animaux ensemble peuvent réagir d'une façon complètement différente quand ils sont ensemble, ou le même animal pris tout seul n'aurait pas du tout eu la même réaction. L'effet de meute. Et c'est pour ça que de toute façon, il faut toujours faire attention. Même le chien le plus gentil de la Terre peut, à un moment,
devenir agressif pour une raison qui parfois nous échappe. Lui, il a senti à un moment qu'il fallait qu'il réagisse. On ne laisse jamais un enfant seul avec un chien. Non, jamais. Hein? Non, jamais. Encore une question sur le comportement des animaux. Il y a une période où il y avait une demande. Je pense par exemple à la période dans les années 80-90, où il y avait une forte demande sur une race qui était le cocker. Oui. Donc on les a fait se reproduire, on a créé des consanguinités, on a fait des chiens un peu tarés, quoi. Et ça existe toujours, ça faut faire attention quand on adopte un chien. Oui. Il faut faire attention à plusieurs choses. Déjà, il ne faut pas adopter un chien, une race de chien sans avoir de connaissances sur cette race, parce qu'effectivement, selon le mode de vie, l'âge, l'activité, la présence à la maison ou pas, on ne va pas pouvoir éduquer un chien toute race de chiens de la même façon. Des chiens ont besoin d'énormément se dépenser, énormément courir, énormément. Quand on est quelqu'un qui, par exemple, a des soucis de santé et ne peut pas trop se déplacer, il ne faut pas opter pour ce genre de chien. D'accord. Voilà. Oui, donc, tout à fait. il faut un petit peu se renseigner sur les critères de race, enfin les caractères dans la race, avant de choisir et pas seulement craquer devant une vitrine en se disant celui-là il est mignon et finalement se rendre compte qu'après que ça ne correspond pas du tout à la façon dont on envisage les choses et aux soins qu'on peut lui apporter. Donc là j'entends surtout les sorties, au niveau de l'éducation, la fermeté qu'il faut avoir. Certaines races sont très faciles à éduquer, d'autres sont plus têtues, plus coriaces, donc il faut un petit peu plus de poigne. Voilà. Aujourd'hui il existe des comportementalistes, j'en connais. Oui, tout à fait. Des comportementalistes, des éducateurs comportementalistes ou des vétérinaires spécialisés comportementalistes aussi. Il ne faut pas hésiter à aller les voir. Oui, tout à fait. Ça, en général, ça arrange bien les choses. Mais même les chiots dès le départ. Alors, quand on commence les choses et que c'est un chiot, on commence par apprendre au maître comment éduquer son chien. Comment éduquer son chien. Voilà, exactement. Mais de toute façon, c'est le maître qui fait l'éducation. Donc, évidemment, c'est à lui qu'il faut donner les conseils pour qu'il réussisse à faire les choses. Après, quand on intervient plus tardivement, c'est plus compliqué. Mais quand on a des choses à corriger, on va dire. Alors que quand on prend les choses dès le départ que l'animal est chiot, on arrive à avoir une éducation qui se passe de façon tout à fait harmonieuse parce que les bonnes bases, les bonnes habitudes sont prises dès le départ. Donc, on évite beaucoup de soucis de comportement. Oui, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on vous amène des animaux, des gens qui ont trouvé des animaux sur le bord de la route, chats, chiens écrasés? Oui, régulièrement. Comment on fait quand c'est comme ça après? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, normalement, nos animaux domestiques doivent être identifiés. Donc ça permet de récupérer les coordonnées du propriétaire et de pouvoir déjà prévenir le propriétaire. Ça, c'est une obligation et ce n'est pas encore une généralité en France. Pour les chiens, beaucoup. Pour les chats, beaucoup moins. Beaucoup de chats ne sont pas encore identifiés en France, alors que c'est une obligation. Et donc, ça permet quand même de déjà bien résoudre le problème parce qu'on a le propriétaire, on peut voir avec lui ce qu'il veut faire. Et voilà. Alors, il y a une question de Toto qui pose une question intéressante. Il dit, est-ce que le passeport est obligatoire pour un chien pour aller dans un pays étranger? Oui, le passeport est obligatoire. Le passeport, donc pour tout passage de frontière, enfin pour tout voyage de l'animal, il doit être identifié et détenteur d'un passeport. Ouais. Et en règle générale aussi, vacciné contre la rage, ça va avec. Hein. C'est vraiment c'est un peu un ensemble. Tout ça. Alors il y a des pays où il y a la quarantaine, hein? Il y a encore des pays où il y a des quarantaines, oui, tout à fait. Toujours, selon les pays. Alors l'Angleterre, non, les choses se sont assouplies. Et maintenant, il n'y a plus de quarantaine, mais il y a des obligations, il y a des formalités pour pouvoir justement rentrer un animal en Angleterre. En Australie, ils ne rigolent pas. Hein, en Australie, c'est pas parce qu'on est plusieurs acteur connu. Semaines de quarantaine. La dernière fois que j'ai eu un petit patient qui est parti déménager en Australie, c'était 5 semaines de quarantaine. 5 semaines de quarantaine. Ouais. Et là, il ne faut pas rigoler avec ça, je crois. Hein. Ils sont tendus. Hein. Ah oui, tout à fait. Justement, c'est des pays indemnes de rage. En règle générale, ces quarantaines sont liées à la rage. Et ce sont des pays indemnes de rage. C'est une maladie qui est gravissime et qui atteint l'homme, qui est une zoonose. Donc, en règle générale, les pays qui sont indemnes de rage n'ont pas du tout envie de voir arriver un cas de rage sur leur territoire.
Ben, Caroline, pardon, je pense qu'on n'a pas fait le tour des questions, il y en a. C'est vrai que c'est toujours délicat parce que son chien, c'est quand même mieux de l'amener chez un vétérinaire et que le vétérinaire puisse l'ausculter. Mais je crois qu'on a donné pas mal de conseils, on a répondu aux quelques questions qu'il y avait. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé qui serait important de dire aux web téléspectateurs qui nous regardent? Non, je crois qu'on a abordé quelques sujets. On a fait tout le tour. Tout le tour, non. Non. Oh non, oh là non. Moi j'aimerais finir par dire les vacances vont bientôt arriver. Ouais. Et voilà, vous voyez à quoi je pense, quoi. Ouais. Il faut pas abandonner son animal, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça, avec tout ce qu'on vient de dire, avec tout ce que dit. Chaque année, ça reste un problème. Ça reste un problème. Oui, hein. chaque année, ça reste un problème, oui, tout à fait. Ces animaux attachés au bord de la route, Un animal n'est pas une peluche. Non, c'est bien de le répéter. Quand on le prend, on s'engage pour 10, 15, 20 ans. Et donc, pendant ces 10, 15, 20 ans, on est responsable de son animal. Et c'est pas une peluche. Ça implique beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'une décision d'adopter un animal de compagnie ne doit pas être prise à la légère. C'est pas en passant devant une vitrine et en trouvant le petit chiot très joli derrière sa vitrine. La demande vient souvent des enfants. Hein. Oui, bien sûr, mais justement aussi le nombre de fois où le chiot petit, il est beau, il est magnifique, c'est une vraie petite peluche. Et puis quand il grandit, il est moins mignon. Ouais, il est toujours aussi beau, mais il est moins mignon. Ouais. Et donc, parfois, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ce sont des contraintes. Ouais. Avoir un animal, c'est beaucoup, beaucoup de bonheur, mais c'est aussi beaucoup de contraintes. Et il faut en avoir conscience avant de l'adopter. J'appelle ça l'effet Mogwai, moi. Ouais, Mogwai, quand c'est ça. Voilà. Après, il peut devenir un gremlin. Un gremlin, voilà. C'est exactement ça. En attendant, Caroline, merci infiniment d'avoir accepté donc notre invitation. Chers amis téléspectateurs, voilà, comme dit Caroline, on n'a pas fait le tour. Hein, c'est un vaste domaine. Ce qu'on peut en retenir, c'est qu'un animal de compagnie, c'est pas rien, quoi. On s'aperçoit qu'ils sont mimétisme, il y a un mimétisme avec nous, donc c'est qu'ils sont très attachés à nous. Soyons attachés à eux, ne faisons pas n'importe quoi. Merci encore, Caroline. Quant à nous, chers téléspectateurs, eh bien, on se retrouvera le mois prochain, le dernier mercredi du mois, si tout va bien. Là, on était obligé de changer un petit peu le planning. Et cette fois-ci, eh bien, je recevrai peut-être un notaire. Qui sait ? Ceci dit, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le mail sur le site de tvazur.com ou même celui de Micromax TV. Envoyez vos idées. Si vous voulez avoir des sujets que l'on n'a pas abordés et que vous aimeriez nous voir aborder sur ce plateau, eh bien, n'hésitez pas. Encore merci, Caroline. Merci et puis, bon chien, bon foie. Tout à fait. Merci, au revoir, Caroline. Au revoir à tous.